Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le scénario est identique à celui de 2017. Au Libéria, le président George Weah affrontera Joseph Boakai lors du second tour de la présidentielle prévu le 14 novembre prochain. Les deux candidats sont arrivés au coude à coude au premier tour. Fin de la 7e édition du Future Investment Initiative en Arabie Saoudite. Décideurs politiques ou encore investisseurs ont pris part aux réflexions portées sur le nouvel ordre économique mondial. Et puis le coup d'envoi ce jeudi du sommet des 3 bassins à Brazzaville. Face à l'urgence climatique, la préservation des écosystèmes du bassin du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong demeure un impératif puisqu'il représente 80% des forêts tropicales du monde. Au Libéria, les citoyens seront de nouveau appelés aux urnes dans le cadre du second tour de la présidentielle. Un scrutin prévu le 14 novembre prochain et qui opposera le président sortant George Weah à l'ancien vice-président Joseph Boakai. Un duel qui s'annonce très serré au vu des résultats définitifs du premier tour. Le chef de l'État a obtenu 43,83% des suffrages contre 43,44% pour son adversaire, Nathalie Mou. Un deuxième tour de l'élection présidentielle va se tenir au Libéria le 14 novembre 2023. La campagne électorale s'est ouverte le 24 octobre 2023. Les résultats du premier tour du scrutin présidentiel ont révélé que le président libérien George Weah, candidat à une réélection pour un second mandat, a remporté 43,83% des voix. Selon les chiffres de la Commission électorale nationale du Libéria, une mince avance le sépare de son rival du parti d'opposition Unity Party, Joseph Boakai, qui a obtenu 43,44% des suffrages. 83B of the Constitution of Liberia requires that for any president. L'article 83B de la Constitution du Libéria exige que pour qu'une liste présidentielle remporte le premier tour, elle doit obtenir au moins 50% plus 1 des suffrages valablement exprimés. L'article 83B stipule en outre que lorsqu'aucune liste présidentielle n'obtient au moins 50% plus 1, les deux listes présidentielles qui reçoivent le plus grand nombre de voix participent à un second tour des élections. Le second tour des élections est déclaré ouvert aujourd'hui, 24 octobre 2023. Today, 24th October 2023. C'est la deuxième fois que les deux candidats se retrouvent face à face lors d'un second tour de la présidentielle après le scrutin de 2017. Le président George Weah et son principal opposant s'activent pour rassembler le maximum de soutien politique auprès des 16 autres candidats à la présidentielle. Le 25 octobre 2023, le Liberia's People's Party s'est officiellement rallié à Joseph Boakai. L'enjeu est désormais de nouer davantage d'alliances, surtout avec les candidats indépendants. L'un des plus influents, l'homme d'affaires Alexander Cummings du Collaborating Political Parties, tarde à choisir son camp. Même si nous ne faisons pas partie des 2 premiers partis ayant obtenu le plus grand nombre de voix, nous sommes en mesure de jouer un rôle clé lors du second tour des élections. C'est pourquoi cette décision de nous allier à l'un ou l'autre des candidats doit être fondée sur une compréhension claire de ce que veut le peuple libérien. Conformément au nouveau calendrier électoral, la période de campagne officielle s'achève le 12 novembre 2023. Vice-président de l'ancienne chef d'État Ellen Johnson Sirleaf, Joseph Boakai défend un programme axé sur l'amélioration des services sociaux, notamment la santé, l'éducation et la protection sociale. Le président George Weah, lui, mise sur la continuité et promet d'accélérer la croissance économique au Libéria en cas de victoire. Dans l'actualité également, la Cour suprême entérine l'élection du président Bola Tinubu au Nigeria. Ce jeudi 26 octobre, la juridiction a confirmé le jugement rendu en septembre dernier par la Cour d'appel d'Abuja. Elle a rejeté les recours déposés par l'opposition qui cherchait à annuler la victoire du chef de l'État au scrutin présidentiel de février 2023. Des recours déposés par Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire et Peter Obi du Parti travailliste. Pour rappel, le candidat du Congrès des progressistes était arrivé en tête avec 37% des voix. L'ancien président Atiku Abubakar avait quant à lui récolté 29% des suffrages. Peter Obi était arrivé en 3e position avec 25% des voix.
Luanda, capitale de l'Angola, abrite jusqu'au 27 octobre la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. 1300 délégués représentant 130 pays y participent. Un rendez-vous centré notamment sur la promotion de la paix et la démocratie, des enjeux cruciaux à l'heure où les conflits se multiplient à l'échelle mondiale. Gladys Momba. L'action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions efficaces ODD 16, c'est le thème principal de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire à Luanda en Angola. Ouvert depuis le 23 octobre, ces travaux ont pour but d'offrir une plateforme pour délibérer, échanger des points de vue et galvaniser l'action parlementaire dans ce domaine, à l'heure où les conflits prolifèrent et parfois s'intensifient à l'échelle mondiale, faisant toujours plus de victimes. Il est urgent de faire taire les armes et de laisser agir la diplomatie afin de pouvoir sauver des vies civiles, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, et d'éviter une catastrophe humanitaire liée à ces conflits. En tant que président en exercice de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, ainsi qu'en tant que président de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, nous avons intensifié nos efforts pour chercher des solutions communes et définitives afin de normaliser certains des conflits du continent africain par des actions diplomatiques intenses. Guerre, insécurité, conflits, chocs climatiques sont autant de réalités qui ont conduit au déplacement de près de 114 millions de personnes, selon le recensement fait par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, à la fin du mois de septembre 2023. Parmi la dizaine de crises humanitaires qui perdurent dans le monde, la moitié se trouve en Afrique. Est venu le temps de l'action dans un élan partagé pour un dialogue constructif et inclusif conformément aux nobles idéaux interparlementaires au service du multilatéralisme. Il s'agit, vous conviendrez avec moi, d'un contexte mondial marqué par des menaces planétaires sans cesse grandissantes, affectant gravement l'atteinte des objectifs du développement durable autour du triptyque paix, justice, gouvernance. Cette rencontre à Luanda sera en outre marquée par l'élection du 31e président de l'Union interparlementaire, ou plutôt de la 31e présidente, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, 4 femmes sont en lice et toutes sont issues du continent africain. Le prochain mandat de 3 ans se jouera entre le Sénégal, la Tanzanie, le Malawi et la Somalie. Le verdict est attendu ce vendredi 27 octobre, lors de la clôture de ce rassemblement interparlementaire. Direction à présent l'Arabie Saoudite où la 7e édition du Future Investment Initiative s'est clôturée ce 26 octobre. Pendant 3 jours, plusieurs panels étaient organisés sur des thématiques épineuses telles que le climat, l'insécurité alimentaire ou encore les inégalités en matière de santé. Les réflexions étaient aussi axées sur le nouvel ordre économique mondial. Dans ce contexte, quel sera le rôle de l'Afrique? Le bilan de cet événement avec notre envoyé spécial à Riyad, Fraterne Dakaïsenga. Quelle est la nouvelle boussole de l'économie mondiale? Quelle direction prend-elle au milieu de tous ces changements actuels? Où se dirige l'humanité? Eh bien, toutes ces questions et beaucoup d'autres ont fait l'objet des discussions très animées ici à Riyad, en Arabie Saoudite, où se clôture la 7e édition du Future Investment Initiative. Mais est-ce que ces questions ont abouti à quelque chose de concret? Et pourquoi faut-il qu'on discute de toutes ces problématiques maintenant? Comme tout navigateur, comme tout explorer qui cherche sa direction, il faut une boussole. Et donc nous avons proposé aux participants cette année d'écrire ensemble les principales caractéristiques de cette boussole et d'essayer de finalement dessiner ensemble, fabriquer ensemble ce New Compass, comme vous dites, qui est la nouvelle boussole, pour aider à trouver son chemin de comment on doit investir, dans quelle direction, dans quel secteur, dans quelle géographie. Et c'est un peu l'essentiel des conversations qui ont eu lieu cette année. Le Future Investment Initiative de 2023, c'était aussi plus de 200 panels de discussion sur presque tous les domaines de développement. Plus de 7000 participants, tous des experts venus du monde entier. Une occasion rare pour l'Afrique d'avancer ses pions sur l'échiquier mondial. Africa is ready
L'Afrique est prête pour les investissements. Elle offre des milliers d'opportunités. Nous avons bien sûr des problèmes, mais comparé à eux, les opportunités sont énormes et nous devrions en profiter. Nous avons besoin d'un plan Marshall pour l'Afrique. Nous devons mobiliser assez de capitaux dans le continent pour nous permettre de nous rattraper et rehausser le niveau d'infrastructure nécessaire pour nous développer. Plusieurs sujets ont été traités par tous ces experts dans les domaines sur lesquels dépend ou va dépendre l'économie mondiale. Entre autres et surtout l'intelligence artificielle, cette nouvelle technologie qui bouscule et qui change déjà tout sur son passage. Scientifiques, représentants d'organisations internationales, mais aussi chefs d'État y prennent part. Le sommet des 3 grands bassins forestiers s'est ouvert ce jeudi 26 octobre à Brazzaville. Objectif, mettre en œuvre une coalition mondiale, et ce en vue de restaurer 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Reportage de notre envoyé spécial Séverin Douqueux. Il est impératif de trouver des solutions durables à la préservation des 3 bassins, le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie et celui du Bornéo-Mékong en Asie du Sud-Est. Propos de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable de République du Congo, ici même à Kintélé, à l'ouverture du 2e sommet sur les 3 bassins, le 26 octobre 2023. L'objectif de maintenir à 1,5% le niveau de réchauffement de la planète serait une utopie sans le concours des 3 bassins qui représentent 80% des forêts tropicales mondiales ou encore 3/4 de sa biodiversité. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est comme nous au sein du bassin du Congo, vous avez le sentiment que nous avons une responsabilité en qualité de gardien de la biodiversité mondiale en tant que poumon de la planète et en tant que régulateur de l'équilibre carbone sur Terre. Les travaux de ce sommet visent donc à pérenniser la conjugaison des 3 bassins, mais aussi renforcer une coopération et une gouvernance sud-sud sur les 3 écosystèmes, véritables remparts de l'humanité en matière de régulation du climat mondial et même de la préservation de la biodiversité. La question de la rémunération des services écosystémiques sera également à l'ordre des débats lors de ces travaux. Il nous faut également identifier des thématiques et axes de travail communs qui nourriront les coopérations entre nos bassins demain. De réfléchir à la manière dont nous souhaitons nous organiser et peut-être nous structurer pour faire face à nos obligations de résultats et mieux défendre collectivement nos intérêts et nos combats communs. D'accélérer enfin nos capacités et financements, notamment en trouvant les voies et moyens appropriés pour rémunérer nos services écosystémiques. Malgré l'absence des dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est, le sommet ambitionne à aboutir à une déclaration de principe forte visant à pérenniser la conjugaison des 3 bassins. Depuis Kintélé, Séverin Douqueux, envoyé spécial Africa 24 au Congo. L'actualité, c'est aussi l'arrestation du président de la Fédération tunisienne de football. Wadi Djari a été arrêté pour soupçon de corruption financière. Une information donnée ce jeudi par Chokri Hamda, porte-parole du ministère de la Jeunesse et des Sports. La même source précise que cette interpellation découle d'une plainte judiciaire déposée par le ministère. Une plainte relative à un contrat scellé entre la fédération et un ancien directeur technique de la FTF. Chokri Hamda explique que la nomination d'un directeur technique se fait par décret et non par contrat. Il ajoute par ailleurs que la fédération n'a pas respecté la loi tunisienne. L'actualité sportive à présent avec le lancement au Burundi du programme Football for Schools de la FIFA. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée au stade Urunani de Buganda en présence de Gianni Infantino, le patron de la FIFA. La Fédération internationale de football association qui avec ce programme entend contribuer à l'éducation et l'autonomisation de près de 700 millions d'enfants. Les détails avec José Douglas. Aujourd'hui, le Burundi, c'est la capitale du monde. Le Burundi est devenu le 100e pays à mettre en œuvre le programme Football for Schools de la FIFA lors d'une cérémonie tenue dans une ambiance festive à l'Urunani Stadium de Buganda, à
Chibitoke, près de la capitale Bujumbura. En présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, du ministre burundais des Affaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Gervais Abayeo, ainsi que le président de la Fédération burundaise de football, Alexandre Mienge. Grâce à ce magnifique projet Football for Schools, la FIFA et le Burundi unissent le monde. Nous unissons le monde à travers un projet de football, un projet d'éducation, un projet qui ouvre des opportunités aux jeunes garçons et filles de ce beau pays qu'est le Burundi. Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, Pierre-Luigi Colina, président de la commission des arbitres, Gelson Fernandez, Yuri Djokaev, membre aussi de la FIFA, faisaient également partie de la délégation Football for Schools, vise à rendre la pratique du sport plus accessible aux jeunes en intégrant des activités footballistiques dans le système éducatif. Le déploiement de Football for Football dans la 100e association membre de la FIFA est l'occasion de saluer le travail, l'engagement et la générosité que toute l'équipe de la FIFA, et plus particulièrement l'équipe Football for Schools, mettent au service des associations membres. Les 100 écoliers burundais présents à la célébration ont fait vibrer le stade par leurs cris de joie lorsqu'ils sont remerciés le président de la FIFA. 1 500 000 ballons ont été déjà distribués depuis le lancement du programme à Porto Rico en 2019 et plus de 23 millions d'enfants utilisent l'application Football for Schools. Selon Arsène Wenger, la FIFA dispose de plusieurs projets éducatifs pour l'Afrique. L'objectif est d'offrir à tous les jeunes la possibilité de jouer au football en espérant voir bientôt de grands joueurs émerger au Burundi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.